Louise. Ah, mon cher Bouillet. Du temps. Mes chers amis, merci d'être venus. C'est la tentation de Saint-Antoine. Voilà 3 ans que je travaille sur ce monument. J'ai besoin de vos remarques. C'est par mon ordre qu'on a bâti cette foule de retraites saintes, pleines de moines portant des cilices sous leur peau de chèvre, et nombreux à pouvoir faire une armée. J'ai guéri de loin des malades, j'ai chassé des démons, j'ai passé le fleuve au milieu des crocodiles. L'empereur Constantin m'a écrit 3 lettres. Balasius, qui avait craché sur les miennes, a été déchiré par ses chevaux. Le peuple d'Alexandrie, quand j'ai reparu, se battait pour me voir, et Athanase m'a reconduit sur la route. Je continue. Tu écris sur ce bonhomme. Depuis la mort de mon père, Achille, de ma sœur Caroline, je me suis enterré ici, à Croissy. J'ai du mal à sortir de ma chambre. C'est un ermite. Je vis en ermite. J'aime cette figure de passionné qui se consacre à un idéal de prière et de travail. Si tu veux mon avis, ton choix me paraît trop romantique, trop lyrique. Mais j'ai besoin qu'on me raconte la vie des saints autrement qu'avec la prose insipide des ponctueuseries catholiques. J'ai besoin d'une belle langue qui élève l'âme, qui magnifie un destin. Nous connaissons ton exigence, mais je doute que ton Antoine intéresse beaucoup de lecteurs. Les lecteurs. Mais c'est la perfection de l'écriture qui me motive. Les lecteurs sont capables d'apprécier cela. Pardonne-moi, mais ton manuscrit, tu peux le mettre au feu et ne jamais en reparler. Non, tu es sévère, Louis. C'est un sujet noble et intéressant. Il faudrait le rendre plus accessible, enfin, moins savant, moins rhétorique. Et si tu t'attaquais à un sujet plus terre-à-terre, une étude de mœurs bourgeoises, par exemple. Un fait divers. Tu veux que je rabaisse mon art au niveau des gazettes à potins? Un scandale financier. Une mort tragique. Pourquoi pas? Vous vous souvenez de l'histoire des Delamarre, Harry? Elle a fait pas mal de bruit dans la région. Tout Rouen s'est scandalisé de cet adultère. Qui a été suivi d'un suicide. C'est quoi cette histoire? À Paris, personne n'en a parlé dans mon salon. C'était il y a 3 ans. La jeune Delphine Couturier avait épousé à 18 ans un officier de santé, Eugène Delamarre. Infidèle, elle s'est empoisonnée en laissant une fillette. Et lui est mort de chagrin 1 an plus tard. Oh, quelle tristesse! Sais-tu que cet Eugène a été élève de mon père? Il a suivi ses cours à l'Hôtel-Dieu de Lyon. Beau scandale. Tu penses 2 adultères et un suicide. Les journaux se sont régalés. On a raconté que Delamarre était un brave homme,
en tout terme peut-être, mais qui lui passait tous ses caprices. Que veux-tu? Les jeunes filles à 18 ans, ça rêve au prince charmant. C'est intéressant pour un romancier de fouiller les consciences, d'interroger les motivations, de comprendre les raisons qui conduisent au drame. Tu touches là quelque chose. Je vais y réfléchir. Rendez-vous dans 8 jours. Merci, Félicité. Mes amis, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet autour des époux de Lamar. J'ai découvert que cette histoire touchait de près ma famille. Non seulement ma mère était une amie de la mère de Delphine, mais elle avait donné à Eugène une obligation de 300 francs, car les finances du couple étaient catastrophiques. Oui, mais la proximité familiale ne suffit pas à faire un bon roman. Oui, mais à partir de ces destins individuels, je vais leur donner une valeur universelle. Je suis ravi que notre suggestion trouve un écho. Mes amis, vous me connaissez, vous savez qu'en moi, il y a deux bons hommes. L'un était pris de lyrisme, de gueularde, de vol d'aigle, et l'autre qui creuse, qui fouille le vrai, qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses. Bravo. Mais comment vas-tu t'y prendre? Tu connais ma méthode. Je me documente, j'enquête, je recherche la généalogie des personnages, je visite les lieux où ils ont vécu et j'analyse les influences qui les entraînent. Et que sait-on au juste de ce drame? Delphine était fille d'agriculteur aisé. On lui a fait faire des études de demoiselle au couvent des Ursulines. La musique, la tapisserie, les bonnes manières. À 16 ans, elle quitte l'école des bonnes sœurs car sa mère meurt et elle doit s'occuper de la ferme. Elle s'ennuie, elle épouse le premier venu, c'est-à-dire l'officier de santé qui vient soigner son père. Elle aurait dû être heureuse, mais elle ne l'est pas et la naissance d'une fillette n'y change rien. Elle tombe dans la mélancolie et accumule les dépenses qui finissent par ruiner le couple. En plus d'être dépensière, elle est infidèle. Elle prend un amant, puis un deuxième. Acculée au désespoir, elle avale de l'arsenic. Elle n'a que 27 ans. Ça, c'est ce qu'on connaît de Lamar. Mais je ne suis pas journaliste. Je ne veux pas tomber dans le mélodrame, faire du Balzac chateaubrianisé. Non, je veux partir du vrai, du réalisme pour aller jusqu'à la beauté. Trouver l'accord entre la forme et la pensée pour acquérir une valeur de vérité universelle. Je suis un fanatique de l'art. Et concrètement, quand te mets-tu au travail? Et tu seras mon accoucheur. Tu es celui qui voit plus clairement que moi-même. Oh, je me connais. Je pars pour un long voyage. Au fil du temps, je vous soumettrai régulièrement les avancées dans mon écriture, car j'ai besoin de vos remarques. À bientôt, mes amis.
Levez-vous, dit le professeur. Il se leva. Sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire. Il se baissa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d'un coup de coude. Il la ramassa, encore une fois. « Dites-moi votre nom, reprit le professeur. Le nouveau articula d'une voix bredouillante un nom inintelligible. Répétez. Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe. « Plus haut !» cria le maître. « Plus haut !» Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à plein poumon, comme pour appeler quelqu'un, ce mot « Charles Bovary ». C'est le début du roman. Alors, Delamarre devient Charles Bovary. Il est tout jeune, puisque tu décris son arrivée au collège. Oui, je prends le personnage à l'âge de 16 ans. Timide, gauche, il ne sait même pas prononcer correctement son nom, ce qui va expliquer plus tard son comportement d'adulte. Je veux que le lecteur comprenne le parcours de tous mes personnages. Dans chacun d'eux, j'y mets de mon passé, de mes observations, de mes rêves, de mes antipathies. Ah, voilà 5 mois que tu écris. Où en es-tu? Je n'ai écrit que 65 pages, soit 2 pages par semaine à raison de 18 heures de travail par jour. Sur 30 pages de brouillon, je n'en garde que 3. Et tu gardes un cadre normand? Ah, l'étudiant Charles, je le fais loger rue Audrebec. La rivière fait de ce quartier de Rouen une ignoble petite Venise, jaune, violette, bleue. Je veux qu'il lise des livres de médecine comme le traité pratique du Pied-Beau, qui était dans la bibliothèque de mon père à l'hôtel du Lac. Bonne nuit, Félicité. Tu en es donc au mariage de Charles et d'Emma Rouault. J'ai assisté à l'inauguration d'un comice agricole. J'ai participé à une noce en campagne normande. Non, mes difficultés ne viennent pas de mon sujet, mais de mes exigences. Je suis hanté par la précision du mot, le style, l'art. Tiens, écoute.
C'était sous le hangar de la charretterie que la table était dressée. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole, 3 gigots et, au milieu, un joli cochon de lait rôti, flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Aux angles se dressait l'eau-de-vie dans des carafes. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons, et tous les verres, d'avance, avaient été remplis de vin jusqu'au bord. De grands plats de crème jaune qui flottaient de même au moindre choc de la table présentaient, dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesque de noms pareils. J'apprécie la précision de ta description. On s'y croirait. Je me promène dans mon jardin et je soumets mes phrases à ce que j'appelle mon gueuloir. Je m'arrête pour saisir quelques sonorités fouillantes, disposer des virgules, et trouver le rythme de la prose. Je suppose qu'à partir de maintenant, tu vas t'attacher à mieux faire connaître cette Emma. Oui, mon héroïne, c'est elle. Ah, tu avances. Voilà 3 ans que tu ratures frénétiquement. Emma a un amant. Oui, écoute. En s'approchant de la glace, elle s'étonna de son visage. Jamais elle n'avait eu les yeux si grands, si noirs, ni d'une telle profondeur. Quelque chose de subtil épandu sur sa personne la transfigurait. Elle se répétait « J'ai un amant, se délectant à cette idée comme à celle d'une autre puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc enfin posséder ses plaisirs de l'amour, cette fièvre de bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans quelque chose de merveilleux, où tout serait passion, extase, délire. J'avoue que c'est un peu osé. Tu sais admirablement te mettre à la place d'une femme. Quand j'écris, je suis un homme et une femme, un amant, une maîtresse, le vent, les feuilles. J'observe l'âme humaine avec la même impartialité qu'on met dans les sciences physiques. J'étends à la psychologie la méthode des sciences biologiques. La façon dont tu racontes ce bonheur dans l'adultère risque de t'attirer la vindicte des bien-pensants. N'oublie pas la torture à écrire, à dire simplement et proprement les choses vulgaires.
Ça fait combien de temps que tu transpires sur ce roman? Plus de 4 ans, je crois. J'arrive à la fin. J'ai lu tous les traités sur les poisons et leurs effets. J'ai encore dans la bouche le goût de l'arsenic lorsque je décris l'empoisonnement des mains. Tiens, écoute. Des gouttes suintaient sur sa figure bleuâtre qui semblait comme figée dans l'exhalaison d'une vapeur métallique. Ses dents claquaient. Ses yeux agrandis regardaient vaguement autour d'elle et à toutes les questions, elle ne répondait qu'en hochant la tête. Même, elle sourit 2 ou 3 fois. Peu à peu, ses gémissements furent plus forts. Un hurlement sourd lui échappa. Elle prétendit qu'elle allait mieux et qu'elle se lèverait tout à l'heure. Mais les convulsions la saisirent. Elle s'écria « Ah, c'est atroce, mon Dieu !» C'est impressionnant. Pas un mot de trop. Tu ne t'imagines pas les tortures que je m'impose. 53 mois. Tu as vu mes manuscrits? Oui, je m'en doute un peu. Madame Dubois, ta copiste s'en plaint. Voilà ce qu'elle m'a raconté. Monsieur Flaubert écrit sur des feuilles au verso, puis à l'envers, au recto, avec de nombreuses ratures, des paragraphes entiers modifiés, des corrections au crayon, confirmées au-dessus à la plume d'oie. 10 feuilles de brouillon pour seulement une achevée. Une semaine de travail pour 2 pages. L'art ne réclame ni complaisance, ni petitesse, mais la foi et la liberté. J'ai des accès de style et la phrase me démange, mais je ne suis pas là pour moraliser. Moi, je sonde les cœurs comme le médecin dissèque les corps. Mes amis, j'ai terminé. Ah, Servez-vous. Merci, félicité. 480 pages. Je suis harassé de la Bovary. Il me tarde d'en être quitte. 5 ans de vie commune, 4500 pages de brouillon. il faut le publier maintenant. C'est quand même un gros roman. Le publier en un seul volume limiterait le nombre de lecteurs. À Paris, la mode est au feuilleton. Il faut une revue moderne et audacieuse. Je te propose d'en parler aux autres directeurs de mon journal littéraire, la Revue de Paris. On peut le publier en 6 fois, par exemple, une édition par quinzaine.
tu serais en bonne compagnie. Nous avons déjà publié Balzac, Alexandre Dumas, Eugène Sue, Lamartine. Notre rédacteur en chef a été Théophile Gautier. Pour publier en feuilleton, il faudrait alléger. Oh, d'au moins une trentaine de pages. Je vais y réfléchir. Contacte ta revue. Merci, félicité. Qu'est-ce que cela veut dire? On me renvoie mon manuscrit tout hacheré en plus de 70 endroits. J'avais déjà supprimé une trentaine de pages. J'ai sacrifié une ou deux tartines d'Homère. Bien, cela n'est pas suffisant. Monsieur Faubert, en plus, ils écorchent mon nom. On me demande d'écrire si j'accepte ou non les modifications indiquées par des accolades et on repousse la date de parution. Monsieur Pichat trouve qu'écrire sur une ignoble réalité risque de susciter des réactions de morale offensée. La commission de censure impériale est sourcilleuse, dit-il. Bien. Je suis obligé de passer sous ces fourches codines. La première partie est parue. Avec une parution tous les 15 jours, on en aura fini en décembre. Enfin, si tout va bien. Car le directeur de la revue, enfin un des directeurs de la revue, s'effarouche de la scène du fiacre parcourant les rues de Rouen. Mais Pichat n'avait pas demandé de la supprimer. Il n'y a pourtant aucune description de ce qui se passe dans le fiacre. Oui, mais Emma est dans la voiture avec Léon, les stores sont baissés. On imagine. C'est encore pire, non? Merci. Si on supprime ce passage, je veux une note en bas de page qui signale au lecteur que c'est la revue qui est responsable de la coupe. Je t'ai fait demander car aujourd'hui, 14 décembre, les nouvelles de Rouen décident d'interrompre la parution du feuilleton. De plus, Laurent Pichat, sous la pression de la police impériale, me demande de supprimer le passage qui concerne le passage sur Emma. Oui, je croyais avoir fini avec la censure. Me voilà de nouveau piégé. Maintenant, c'est l'Église qui crie au blasphème. Je refuse! Oh, pas si fort. On connaît ta voix puissante. Oh, j'ai bien envie de faire un procès à la revue pour mutilation de mon œuvre. Je vais m'enquérir d'un avocat. Ouais, n'oublie pas que la revue elle-même prend le risque d'être poursuivie. Et c'est peut-être elle qu'on veut abattre à travers toi. On passe pour d'affreux libéraux. Peut-être pas
mon art qui est jugé. Mais c'est mon œuvre qu'on défigure. Je place l'esthétique avant la morale. Ton roman est enfin publié dans son intégralité. Et il a du succès. Lamartine en dit le plus grand bien. Oui, je sais. Les garces s'arrachent la Bovary pour y trouver des obscénités qui n'y sont pas. Ah, attention, on dit que même dans l'entourage de l'empereur, on défend ton œuvre. Tu as le soutien de la princesse Mathilde. Je vais demander audience au ministère de l'Instruction publique et au chef de la police pour leur assurer que je ne cherche pas le scandale. Écoute, vu comme les choses tournent, je te conseille de prendre l'avis d'un avocat. Ah, excellente idée. Je te recommande Marie-Antoine Jules Sénard, l'ex-président de la Constituante en 1848. N'hésite pas à faire jouer toutes tes relations. Ta famille est très honorablement connue. Espérons que tout ce tapage va s'apaiser. Il me tarde de retrouver ma vie tranquille, à Croisset. Merci, Christine. « 15 janvier 1857. Maître Sénat, avocat, membre du barreau de Paris. Malédiction. Il m'informe que mon affaire est envoyée en correctionnel. Je suis convoqué, et pas tout seul, au palais de justice de Paris. Je n'ai plus qu'à attendre le papier timbré qui m'indiquera le jour où je dois aller m'asseoir pour crime d'avoir écrit en français sur les bancs des filous et des pédérastes. Les dames seront admises en tenue décente. Je vais être comme le Christ flanqué, avec dans le rôle des deux larrons, mon imprimeur et mon éditeur. On m'accuse d'avoir fait une héroïne d'une femme dépravée, issue de l'imagination d'un dépravé, de l'avoir détournée de sa mission d'épouse et de mère. Si la prison m'attend, je ne demanderai aucune grâce qui me déshonorerait. Devant nous comparaissent ce 29 janvier 1857 Monsieur Laurent Pichat, directeur de la Revue de Paris, Monsieur Auguste Pillet, imprimeur, et Monsieur Gustave Flaubert, romancier et principal prévenu. Vous êtes poursuivi pour atteinte aux bonnes mœurs et outrage à la moralité publique et religieuse. La parole est à maître Ernest Pinard, avocat impérial, pour soutenir le réquisitoire. Accusé Flaubert, levez-vous. Messieurs, en abordant ce débat, le ministère public est en présence d'une difficulté qu'il ne saurait se dissimuler, c'est de juger tout un roman. Ce n'est pas un article de journal. Ne lire que les textes incriminés m'expose à un reproche très fondé.
Je vais donc vous résumer le roman. Son titre, Emma Bovary, Mœurs de province. Charles Bovary épouse en seconde noces Emma Rouault. Ce mariage la déçoit, elle s'ennuie, elle prend un amant qui la quitte. Cette rupture l'affecte. Elle se tourne vers la religion, puis succombe à nouveau. Toujours insatisfaite, elle dépense sans compter et ruine le ménage. Acculée au désespoir, elle s'empoisonne à l'arsenic. Voilà le roman. On aurait pu lui donner un autre titre et l'appeler avec justesse « Histoire des adultères d'une femme de province ». C'est une peinture admirable sous le rapport du talent et une peinture exécrable du point de vue de la morale. Je m'en tiendrai à 4 citations importantes. Je veux restreindre mon cas. La première sera sur les amours de Rodolphe, la seconde sur la transition religieuse, la troisième sur les amours de Léon, et la quatrième sur la mort. À travers ces citations, j'incrimine 2 délits. Outrage à la morale publique, outrage à la morale religieuse par des images voluptueuses, mêlées au sacré. Je cite, « Jamais Madame Bovary ne fut aussi belle que quand Rodolphe l'entraînait au fond du jardin. Elle s'épanouissait dans la plénitude de sa nature. Ses paupières semblaient taillées pour de longs regards amoureux. Un souffle fort écartait ses narines minces et relevait le coin charnu de ses lèvres. Sa voix prenait des inflexions plus molles. Sa taille aussi. « Emmène-moi » s'écria-t-elle. « Enlève-moi » Elle se précipita sur sa bouche, comme pour y saisir le consentement inattendu qui s'exhalait dans un baiser. Voici un portrait comme sait les faire monsieur Flaubert. Je vous demande, messieurs, si ces pages lascives ne sont pas d'une immoralité profonde. J'arrive à mon deuxième point. Suite à la rupture avec Rodolphe, elle tombe malade et se tourne vers la religion. Y a-t-il chez cette femme adultère quelque chose de la foi de la Madeleine repentie? Non, 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 non. C'est toujours une femme passionnée qui cherche des illusions dans les choses les plus simples. Il lui semble que son être montant vers Dieu va s'anéantir dans cet amour comme un encens allumé qui se dissipe en vapeur. Mais dans quelle langue prie-t-elle Dieu? Avec des paroles adressées à l'amant, voluptueuses un jour, religieuses le lendemain. N'excusez pas, messieurs, ces paroles de l'adultère introduites dans le sanctuaire de la divinité. Arrivons au troisième point. Emma et Léon se sont donné rendez-vous devant la cathédrale. Léon demande à un gamin d'aller chercher un fiacre. Nous savons, messieurs, que la chute n'a pas lieu dans le fiacre. Par un scrupule qui l'honore, le rédacteur de la Revue de Paris baisse l'histoire du fiacre. Nous laisse pénétrer dans la chambre où se donnent les rendez-vous. Le lit
était un grand lit d'acajou, en forme de nacelle. Il disait « notre chambre ». Quand elle s'asseyait sur ses genoux, sa jambe, alors trop courte, pendait en l'air. Et la mignarde chaussure tenait seulement par les orteils à son pied nu. Oh, je comprends bien, messieurs, le dégoût que lui inspirait ce mari qui voulait l'embrasser à son retour. Mais c'est pas tout. Il y a un autre tableau que je ne peux omettre. Elle était arrivée jusqu'à la fatigue de la volupté. Elle se promettait pour son prochain voyage une félicité profonde, puis elle s'avouait ne rien sentir d'extraordinaire. Cette déception s'effaçait sous un espoir nouveau. Et Emma revenait à lui plus avide, plus haletante, plus enflammée. Elle se déshabillait lentement, brutalement, arrachant le lacet mince de son corsage qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. Puis elle faisait d'un seul geste tomber ensemble tous ses vêtements, et pâle, sans parler, sérieuse, elle s'abattait contre lui avec un long frisson. M. Flaubert sait embellir ses peintures avec les peintures de l'art, mais sans ménagement. Avec lui, point de voile, c'est la nature. Dans toute sa nudité, toute sa crudité. Maintenant que nos convictions sont faites, arrivons à la dernière scène, celle de sa mort. Emma Bovary s'empoisonne. C'est peu de choses, la mort, pense-t-elle. Je vais m'endormir et tout sera fini. Et sans un aveu, sans un remords, sans une larme de repentir, elle se prépare à recevoir le sacrement des mourants. Après cette scène vient celle de l'extrême onction. Ce sont des paroles saintes et sacrées pour nous. Quand on veut les reproduire, il ne faut pas les accompagner d'une image voluptueuse. Je cite. Le prêtre approcha le crucifix. Alors, elle allongea le cou, comme quelqu'un qui a soif, et, collant ses lèvres sur le corps de l'homme-dieu, elle y déposa de toute sa force expirante le plus grand baiser d'amour qu'elle eût jamais donné. Ensuite, il trempa son pouce dans l'huile et commença les onctions, d'abord sur les yeux, qui avaient tant convoité, puis sur les narines, friandes de senteurs amoureuses, puis sur la bouche, qui s'était ouverte pour le mensonge et avait crié dans la luxure, puis sur les mains, qui se délectaient au contact suave, et enfin sur la plante des pieds, si rapide autrefois quand elle courait pour assouvir ses désirs. Quand l'âme a quitté le cadavre, que le mari pleure sa femme et qu'il a étendu sur elle le linceul, tout autre se serait arrêté. C'est le moment où M. Flaubert donne le dernier coup de pinceau. Le drap se creusait.
depuis ses seins jusqu'à ses genoux, se relevant ensuite à la pointe des orteils. J'attends les objections. On me dira que le roman est moral au fond, puisque l'adultère est puni. Ah. Je dis, messieurs, que les détails lascifs ne sont pas couverts par une conclusion morale. Ce serait porter le poison à la portée de tous. Qui donc lit le roman de M. Flaubert? Sont-ce des hommes qui s'occupent d'économie politique et sociale? Non, 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 non. Ces pages légères de Madame Bovary tombent dans des mains plus légères, en des mains de jeunes filles, quelquefois de femmes mariées. Les peintures lascives ont plus d'influence que les froids raisonnements. La littérature peint les passions. Et l'art doit peindre. Mais l'art, sans règle, n'est plus l'art. C'est comme une femme qui aurait quitté tout vêtement. Il faut imposer à l'art une règle de morale publique. Ce n'est pas l'asservir, mais l'honorer. Et c'est la doctrine que nous défendons avec conscience. Merci, maître. La parole est à la défense. Maître Sénat. Messieurs, Monsieur Gustave Flaubert est accusé d'avoir devant vous, dans ce livre, outragé la morale publique et la religion. Lui affirme qu'il a fait un livre honnête. Il est le fils d'un illustre père qui, pendant plus de 30 ans, a été chirurgien en chef à l'Hôtel-Dieu de Rouen. Le frère aîné de mon client a continué sa mission et lui-même s'est dévoué à la littérature et à l'étude. Le ministère public, avec 15 ou 20 lignes mordues ça et là, est venu vous le présenter comme un faiseur de tableaux lascifs. Mais s'il m'était possible de prendre les lignes du livre que le ministère public a découpé et de les mettre en parallèle avec les autres lignes laissées de côté, nous serions dans la proportion de 1 à 500. Et vous verriez que cette proportion n'est pas de couleur lascive. Monsieur Flaubert appartient à l'école réaliste, car il s'attache à la réalité des choses. À l'école psychologique, car c'est le sentiment humain qui le pousse. Et à l'école romantique, par l'intérêt qu'il porte aux passions. Mais il a pris un sujet d'étude dans la vie réelle et présenté aux yeux du lecteur le tableau vrai de ce qui se rencontre dans le monde. Ce n'est pas seulement l'adultère d'une femme de province. Donc c'est l'histoire déplorable d'une vie dont l'éducation est la préface. Et oui, l'éducation trop élevée d'Emma fait qu'au lieu de s'accommoder des devoirs de sa position, d'être la femme tranquille du médecin de campagne, de chercher le bonheur dans sa maison, elle le cherche dans d'interminables rêvasseries. Le ministère public s'offense de son plaisir à dire « j'ai un amant », mais il fallait poursuivre la déception, la douleur, le remords lui arrive quelques lignes plus loin. C'est la désillusion de l'adultère. Souillure pour vous. Le tribunal jugera. Si nos jeunes femmes ne trouvent pas dans des principes honnêtes, dans une religion sévère, de quoi accomplir leur devoir de mère, si elles ne se résignent pas à s'accommoder de ce qu'elles ont, un livre tel que celui-là
les fera réfléchir. Ce livre est éminemment moral et utile. Parmi tous les grands de la littérature qui ont lu ce livre, tous ont loué la puissance d'observation. Aucun n'a été offensé par ce qui excite la sévérité de monsieur l'avocat impérial. Parmi toutes ces appréciations, il en est une que je veux vous citer, celle de monsieur Lamartine, qui ne connaissait pas mon client. Il lui a dit: vous m'avez donné la meilleure œuvre que j'ai lue depuis 20 ans. Toutes mes œuvres prouvent que je suis attentif à la morale publique et religieuse. Il n'est pas possible, pour l'honneur de notre pays et de notre époque, qu'il se trouve un tribunal pour vous condamner. Abordons maintenant la question de la religion. L'éducation religieuse donnée aux jeunes filles peut être dangereuse. Emma a été élevée au couvent. Les sœurs exaltent chez elle des aspirations vers le beau, des images pieuses, la poésie, la musique. Emma s'abandonne à de petites dévotions. Elle s'invente des péchés, cherche des vœux à accomplir. Vous allez voir comme elle est influencée par une sainte vieille fille qui apporte en cachette des romans aux plus grandes. Voilà. Ce n'était qu'amour, amant, amante, dame persécutée, s'évanouissant dans des pavillons solitaires, chevaux qu'on crève à toutes les pages, troubles du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas. Elle aurait voulu vivre dans quelques vieux manoirs, comme ces châtelaines au long corsage qui passaient leur jour le coude sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir. Souvenez-vous de cela quand elle est invitée à danser une valse au château de la Vaubyessard. Il n'est pas un homme qui, ayant vu cette sorte de danse, n'ait eu en sa pensée le désir que sa femme ou sa fille s'abstint de ce plaisir. Et maintenant, quelque chose de plus, pour vous faire apercevoir quelle espèce d'homme vous avez à juger. Voici sur votre bureau ce livre usé par lui, où il prend ses inspirations pour dépeindre les entraînements de cette femme. Écoutez, quiconque s'attache au sensible, il faut qu'il erre nécessairement d'objets en objets et se trompe, pour ainsi dire, en changeant de place. Inconstantia, concupiscentia. Voilà ce qu'est la vie des sens. Qui a écrit cela? Mais c'est Bossuet. Un fragment de son discours sur les plaisirs illicites. Je vous citerai un autre livre donné en prix dans les collèges. Vous connaîtrez le nom de l'auteur après ma lecture. Écoutez. Elle était sur un lit qui n'était fermé que par des guirlandes de fleurs. Tout, jusqu'au voile qui lui couvrait le visage, avait de la grâce. Je voyais la forme de son beau corps. Une simple toile qui se mouvait sur elle me faisait tour à tour perdre et trouver des beautés ravissantes. Une simple toile, quand elle était étendue sur un cadavre, vous apparut une image lascive chez Flaubert. Ici, elle est étendue sur une femme vivante. Je continue. J'avais porté mes mains sur son sein,
Elle courait rapidement partout, l'amour se précipitait à la victoire. Qui a écrit cela? C'est le président de Montesquieu. Et ce livre est donné aux élèves de rhétorique. Dois-je vous citer Jean-Jacques Rousseau dans les Confessions? Ou Monsieur Mérimée? Mais on ne verrait dans leurs œuvres que la beauté littéraire. On ne les condamnerait pas plus que les peintres ou les statuaires. Bon, Monsieur Flaubert n'a pas chargé ces images. J'ai maintenant à examiner l'outrage à la religion. En quoi, s'il vous plaît? Monsieur l'avocat impérial a cru voir dans mon client un sceptique. Voulez-vous savoir en quelle langue Monsieur Flaubert parle de la religion? Écoutez quelques lignes. Un soir, que la fenêtre était ouverte, elle entendit sonner l'Angélus. À ce tintement répété, la pensée de la jeune femme s'égarait dans ses vieux souvenirs de jeunesse et de pension. Elle se rappela les grands chandeliers qui dépassaient de l'autel, les vases pleins de fleurs et le tabernacle à colonnettes. Elle aurait voulu, comme autrefois, être dans la longue ligne des voiles blancs que marquaient de noir çà et là les capuchons raides des bonnes sœurs inclinées sur leur prie-Dieu. Voilà la langue dans laquelle M. Flaubert parle de la religion. Et pourtant, à entendre M. l'avocat impérial, le scepticisme règne d'un bout à l'autre du livre de M. Flaubert. Je n'ai pas dit qu'il y en eut là-dedans. Dans vos découpures. Mais c'est le livre tout entier que le tribunal doit juger. Et il verra que le sentiment religieux y est si fortement empreint que l'accusation de scepticisme est une calomnie. Je poursuis ma lecture. Après sa première chute, elle devient malade et demande le secours de la communion. Le prêtre retira du Saint-Ciboire la blanche hostie, et ce fut en défaillant d'une joie céleste qu'elle avança les lèvres pour accepter le corps du Sauveur qui se présentait. Alors, elle laissa retomber sa tête, croyant entendre le chant des harpes séraphiques et apercevoir en un ciel d'azur, sur un trône d'or, au milieu des saints tenant des palmes vertes, Dieu, le Père, éclatant de majesté, et qui d'un signe faisait descendre vers la terre des anges aux ailes de flamme pour l'emporter dans leurs bras. Quelle langue! Maintenant, arrivons à une autre scène, celle de l'extrême once. Oh, monsieur l'avocat, mais combien vous vous êtes trompé en accusant mon client de mêler le sacré au profane, alors qu'il s'est contenté de traduire les belles formules de l'extrême onction au moment où le prêtre touche tous les organes de nos sens. Vous lui reprochez le baiser d'amour déposé sur le crucifix. Mais je n'irai pas chercher dans Sainte-Thérèse ni dans Fénelon le mysticisme de Madame Guyon, non. C'est à Bossuet que je demande l'explication. Écoutez. Tout l'Évangile le crie. Jésus veut qu'on soit avec lui. Il veut jouir. Il veut qu'on jouisse avec lui. Sa sainte chair est le milieu de cette chaste jouissance. Il se donne. Insisterai-je maintenant sur les autres détails du délit d'outrage à la religion. Le ministère public me dit « Vous avez insulté la mort ». Mais comment cela? Parce qu'au moment où cette femme meurt, on entend le chant de l'aveugle témoin de ses rendez-vous adultérins. Mon Dieu! Vous trouvez qu'il y a là un outrage? Mais il n'a fait
que ce qu'ont fait Shakespeare et Goethe, en ajoutant au moment suprême de la mort une raillerie. C'est le rappel de la faute, le remords avec tout ce qu'il a de poignant, d'affreux. Vous appelez cela un outrage à la morale publique. Mais moi je dis que c'est un hommage à la morale publique. L'auteur nous dit: as-tu fait ce que tu devais pour l'éducation de tes filles? Leur as-tu enseigné que la vie n'est pas la réalisation de rêves chimériques, mais que c'est quelque chose de prosaïque, dont il faut s'accommoder? Mais, dit le ministère public, sa mort est volontaire. Mais pouvait-elle vivre? N'était-elle pas déjà condamnée, arrivée au dernier degré de la honte et de la bassesse? Permettez-moi de résumer tout ceci. Je défends un homme accusé d'outrage à la religion et à la morale publique. Messieurs les jurés, vous n'êtes pas de ceux qui condamnez les livres sur quelques lignes, mais vous êtes de ceux qui jugez avant tout la pensée. Et vous vous poserez cette question: la lecture d'un tel livre donne-t-elle l'amour du vice ou inspire-t-elle l'horreur du vice? En faisant venir M. Flaubert en police correctionnelle, vous l'avez déjà cruellement puni. À vous maintenant de statuer. Mais il n'est pas possible que vous hésitiez. Le tribunal, après avoir entendu la défense présentée par Maître Sénard pour M. Flaubert, Maître Desmarais pour M. Pichat et Maître Favry pour l'imprimeur, a remis à l'audience de ce jour, 7 février 1857, le prononcé du jugement qui a été rendu en ces termes. Attendu que ces messieurs sont inculpés d'avoir commis les délits d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs, attendu que les passages signalés du roman dont il s'agit et incriminés présentent effectivement des expressions, des tableaux, des images que le bon goût réprouve, attendu que l'ouvrage mérite un blâme sévère, car la mission de la littérature doit être d'élever l'intelligence et d'épurer les mœurs, attendu que les prévenus repoussent l'accusation en affirmant que l'auteur a eu en vue un but moral sur l'éducation des femmes, mais que cette donnée aurait dû être complétée par plus de sévérité et de mesure, attendu qu'il n'est pas permis aux œuvres de l'esprit, sous prétexte de peinture de caractère, de conduire à la négation du beau et du bon, et qu'il y a des limites que la littérature ne doit pas dépasser. Mais, attendu que l'ouvrage dont Flaubert est l'auteur est une œuvre qui paraît avoir été sérieusement et longuement travaillée, que les passages relevés sont plus nombreux, que l'auteur proteste de son attachement à la morale, que ce livre n'a pas été écrit dans un but de licence et de débauche, qu'il a eu simplement le tort d'oublier que la littérature doit rester chaste et pure dans sa forme et son expression. Dans ces circonstances, attendu qu'il n'est pas suffisamment établi que messieurs Pillet, Pichat et Flaubert se soient rendus coupables des délits imputés, le tribunal les acquitte et renvoie sans dépens.
amis, 3 mois se sont passés depuis ce maudit procès. On a traîné ma pauvre Bovary par les cheveux comme une catin en pleine police correctionnelle. Oh, je suis fatigué de tout ce tapage. J'ai rétabli les 71 coupes dans la nouvelle édition. Ces coupes infligées par la bêtise des censeurs. Mais ce procès t'a rendu célèbre. C'est un grand succès d'édition. Je te remercie pour ta dédicace. Je sais ce que je dois. J'ai conscience des ennuis qu'a dû subir la revue. J'espère qu'elle ne sera pas interrompue ou suspendue. Mon cher Sénat, permettez-moi d'inscrire votre nom en tête de ce livre, car c'est à vous que j'envoie la publication. En passant par votre magnifique plaidoirie, mon œuvre a acquis, pour moi-même, comme une autorité imprévue. Acceptez donc ici l'hommage de ma gratitude, qui, si grande qu'elle puisse être, ne sera jamais à la hauteur de votre dévouement. Tu savais que Maître Pinard a continué de s'illustrer dans la défense des bonnes mœurs? Baudelaire Tirage des a romans pu de retirer 6 poèmes des Fleurs du Mal. 8000 tirages des romans de Gensus. Les frères Goncourt, Alphonse Carr, Xavier de Montépin s'attendent à des ennuis judiciaires. On dit même que certains peintres ont dû retirer des tableaux du salon. On raconte pourtant que Maître Pinard aurait commis quelques poèmes, disons, licencieux. Et maintenant, quels sont tes projets? Je vais me remettre à écrire. Je retravaille sur la tentation de Saint-Antoine. Oh. Je songe, après la campagne normande, et pour me laver des miasmes de la Bovary, à un sujet exotique. J'ai besoin de documentation. Je vais partir visiter les lieux. J'imagine une rivalité amoureuse dans l'antique Carthage. Ça s'appellera Salammbô. Je vous offre la première phrase. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amica. Maganandini, Rana, Rana, Rana.